Bonsoir à tous, bienvenue sur Newtmag, votre magazine quotidien. Aujourd'hui, on va parler alimentation. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce magazine, focus sur la soupe populaire, un endroit où les repas chauds sont servis gratuitement tout l'hiver, puis détour vers une épicerie sociale dont le principe est de vendre à bas prix aux plus démunis. Un reportage également sur le très controversé régime Ducamp, radié de l'ordre des médecins. Pierre Ducamp est décrié par ses patients, lui continue de se défendre. La cuisine de demain pourrait être 100% chimique, c'est en tout cas le concept proposé par Hervétis, son nom, la cuisine note à note. Également au sommaire de ce magazine, toutes les explications sur la tendance bio, que ce soit les aliments, la viande ou même les produits de beauté, nous vous expliquerons ce que signifie ce label. Cap finalement sur la malbouffe chez les jeunes, pris par le temps, en manque de moyens, ils sont de plus en plus à opter pour une nourriture peu saine. Le ravage des fast-foods, c'est dans ce magazine. La soupe populaire, un lieu où un repas chaud est servi gratuitement durant tout l'hiver. Les épiceries dites solidaires, ces nouveaux supermarchés à prix réduit. Toujours plus de moyens sont mis en place pour les personnes démunies. Anne-Claire Soulet et Anthony Salane ont voulu savoir comment ces associations récupèrent la nourriture et si elle était vraiment comestible. 18h30 à l'église Saint-Eustache, l'équipe de la soupe populaire prépare un repas chaud pour leurs invités du soir. Sous des tentes prêtées par le curé, c'est plus de 500 personnes qui viennent 6 soirs sur 7, du 1er décembre au 31 mars. Le but ? Que tout soit prêt, donc ça veut dire que je donne des petites directives aux unes et aux autres et que tout soit bon et prêt à 7h30. Sponsorisé par l'AGF, une assurance, c'est elle qui leur donne la soupe depuis toujours. Mais d'où vient cette nourriture ? C'est le chef du groupe qui nous l'explique. Alors les fruits, on les achète, une partie de la viande, on l'achète. Avec nos ressources, on est complètement autonome, on vit que de dons. Après la salade, et on leur donne des desserts. Alors ça, c'est les boulangeries du quartier et un peu au-delà. Voilà, avec une charrette. Il y a des équipes qui vont avec 2 charrettes récupérer du pain et après ça, on leur donne des gâteaux, du café et parfois des sandwichs s'il y a assez dans les boulangeries. Quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose de chaud de servi, même si parfois ça finit avec des raviolis. Daniel, un client de la soupe depuis 2 ans, ne s'en plaint pas. C'est équilibré. Le gars qui n'aime pas la soupe, ne mange pas la soupe. Lui qui ne mange pas le porc, ne mange pas le porc. Moi, je mange tout. Je suis là le soir et le mercredi matin, je vais au Resto du Cœur. Il y a aussi la banque alimentaire qui est une espèce de supermarché ouvert, évidemment qu'aux associations. Et là, on va encore chercher de la viande, du poisson, mais après ça, on dépend complètement de ce qu'ils veulent bien nous donner. Donc ça peut être une semaine, 500 morceaux de viande, la semaine d'après, il n'y a rien. Dans une épicerie solidaire du 16e arrondissement, c'est le jour de la livraison de la banque alimentaire. Les sœurs, qui sont bénévoles, accueillent le livreur. Et alors là, on a récupéré à Orly, chez Cervère, une palette. Donc on nous apporte des compotes, des je sais pas quoi, des cakes et des jus de fruits. Une fois par semaine, ils reçoivent des colis. Aujourd'hui, jour de chance, le camion est bien rempli car ce n'est pas toujours le cas. Des fruits, des légumes qui viennent de toute l'Europe. Dans l'épicerie, le rangement des produits commence. On pourrait se croire dans un vrai supermarché avec des rayons entreposés. Tous les bénévoles se prêtent main forte pour tout installer avant l'arrivée de leurs clients à midi. Mais c'est en général 400 kilos, 350-400 kilos qui nous sont livrés. On peut presque tout y trouver et au prix le plus bas. Pour 1,50 €, on achète l'équivalent de 20 € en grande surface. Mais des produits se font de plus en plus rares. Le sucre, l'huile, le café, on en a, le chocolat, ça ce sont des choses qu'on n'a jamais. Mais dans tout ça, on n'entend pas vraiment parler des supermarchés. C'est pourtant les seuls à avoir un stock de nourriture conséquent. Et si on avait contacté la galerie Inno, en leur demandant de nous appeler dès qu'ils avaient des invendus, ou bien des produits qui arrivaient à date limite de péremption, comme des yaourts. Donc on a demandé à plusieurs reprises, ils nous connaissent très bien puisqu'on fait la collecte chez eux, et puis ils oublient de nous appeler, ce qui est fort dommage. Les grandes surfaces ne donnent apparemment rien aux associations, souci de date de péremption ou risque d'intoxication alimentaire, mais d'autres se mobilisent. Parce que la BAPIF a fait un accord avec Rungis, et donc Rungis, il y a un organisme de bénévoles, je pense, à Rungis, qui récupère les fruits et les légumes qu'on a invendus parce que peut-être un peu talés ou un peu abîmés ou
un petit peu comme ça. Et donc, ils les trient. Et la BAPIF les récupère, et donc nous les récupérons. La Banque alimentaire fournit à elle seule des centaines d'associations à travers toute l'Europe. C'est aujourd'hui le seul organisme qui distribue gratuitement de la nourriture. Mais est-ce toujours consommable ? Mais ça n'a aucune importance, puisque à part les produits frais, lorsque c'est marqué comme ici, à consommer de préférence avant le 12 janvier, on peut le donner encore dans 6 mois sans aucun problème. Avec tous les conservateurs présents dans ce genre de produit, Elisabeth estime que la date de péremption n'est pas valable. Ça, c'est 2012, vous voyez, c'est périmé. Mais ça n'a aucune importance parce que c'est marqué de préférence. Voilà. Philippe, ce sont des petits biscuits, vous savez. Donc vraiment, pas de souci. Et nous, les gens ici, l'ont parfaitement compris. On a mis des affiches absolument partout, ce que c'est qu'une DLUO, etc. Et ils le savent. Et il y en a qui râlent, ils ne prennent pas. Et puis voilà. C'est très bon à la consommation. Simplement, par exemple, une boîte de cassoulet, la saucisse sera un peu plus molle. Mise en danger des consommateurs ou réalité, de toute façon, l'épicerie n'a pas vraiment le choix si elle veut aider les personnes démunies. Est-ce que tu veux de l'huile, du sucre, du café ? L'aide alimentaire en France fonctionne surtout grâce à la Banque alimentaire, mais aussi en fonction des dons de commerces de quartiers et de particuliers. L'aide des grandes surfaces n'est pas encore à l'ordre du jour. En France, 40% des Français ont déjà essayé de perdre du poids en adoptant un nouveau mode de vie, le régime Dukan, connu pour son succès. Il n'est pourtant pas si efficace que ça. Plusieurs personnes se sont plaintes. Le docteur Dukan était radié de l'ordre des médecins. Beaucoup d'effets sont indésirables. Alors, la santé est-elle mise en danger? Et c'est la question que s'est posée Jenna Pariente. Mélanie a 25 ans et comme 60% des femmes en France, elle a voulu perdre du poids. La recette miracle pour ça, le régime Dukan. Mais après 6 mois de traitement, cette méthode en plusieurs étapes ne lui convenait pas. Je vais me faire un sandwich. Un régime hyper protéiné. La première phase consiste à ne manger que des protéines animales sans restriction de quantité, pour ensuite avancer peu à peu et accéder aux légumes, ce qui frustre Mélanie. Je pense vraiment que ce régime, le problème c'est que ça apporte pas tout ce qu'il faut à notre corps. On a des besoins en viande, ok, mais manger que ça va pas. Il faut apporter des vitamines. Là, je revis avec ces tomates. Enfin, franchement, c'est un peu gros ce que je vais dire, mais que de la viande, ça suffit vraiment pas. Ok, on perd du poids, mais c'est tout, et après on le reprend, donc aucune valeur ajoutée. Après, on a un peu le droit aussi de manger des légumes, mais pas de fruits. Donc après, les fruits, je sais pas, ça devait venir encore vraiment plus quand on se serait bien stabilisé, mais moi je suis jamais arrivée à cette phase, ça m'énervait, parce que tout mon porte-monnaie partait là-dedans, et c'était bon quoi, ça m'allait pas. Le problème est donc le manque d'autres vitamines qu'apportent les aliments complémentaires. Cela crée des carences qui amènent la fatigue. Un régime donc onéreux et un business sans appel pour le docteur Dukan qui a vendu 591 000 livres en France avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. 2 millions de Français ont adhéré provisoirement à ce régime. Je ne sais pas maigrir a été le premier succès de Pierre Dukan. Anne Fauvin, responsable du rayon diététique de la Fnac des Ternes, montre le triomphe des ventes du livre. C'est devenu un homme d'affaires plus qu'un diététicien ou un nutritionniste parce que maintenant, voilà, il cherche à faire fortune aux US et il a usé et abusé du marketing. Et pourtant, depuis 2010, les ventes se sont effondrées, un impact considérable de 30 à 40% sur le chiffre d'affaires suite au scandale de son livre Bac Option Maigre. À partir du moment où Dukan n'a plus le vent en poupe, les ventes ont vraiment chuté magistralement du jour au lendemain, à tel point que le chiffre d'un rayon santé sont très impactés par cette chute. Une baisse en partie due à une accumulation de plaintes contre ce régime hyperprotéiné et ses conséquences. Plus de 15% d'utilisateurs ont eu des problèmes de santé. Madame, bonne journée, faites attention à vous. Marc Djebali, médecin généraliste, est un des témoins de ces méfaits. Par rapport à un livre ou plusieurs livres, puisqu'il en a écrit, je crois, 5,
où ils prônent un régime hyperprotéique, c'est-à-dire qu'au petit matin, madame, mademoiselle, monsieur se goinfrent de charcuterie ou de protéines animales pour garantir un amaigrissement en une semaine de 3 à 5 kilos, sans se soucier des conséquences au niveau de sa santé. Eh bien, ce type de régime-là est susceptible d'amener des complications cardiovasculaires, hépatiques et rénales jusqu'à tuer la personne qui le subit. Le docteur Djebali n'est pas le seul à critiquer les méthodes de ce régime. Le nutritionniste Arnaud Cocolle reçoit Laetitia, une patiente affectée par les effets néfastes qu'a provoqué le régime, et ce n'est pas la première à taper à sa porte. Curieusement, alors je ne sais pas si c'est une cause, si c'est un lien de cause à effet, mais j'avais la sensation de perdre la mémoire. Je ne me souvenais pas de certaines choses. J'avais du mal à me concentrer, en fait, si vous voulez. Et puis, j'ai eu des problèmes au niveau urinaire. J'avais des infections urinaires à outrance. En l'espace de 2 mois, j'en ai fait 2. C'est incroyable, alors que je n'en ai jamais fait auparavant. Et puis, je dois vous dire aussi que, au niveau élimination, je suis complètement bloquée. Je n'arrive pas à éliminer alors que je bois toute la journée parce que j'ai toujours cette sensation de soif, curieusement. D'accord. Voilà, et vous avez perdu vos cheveux aussi, par exemple, ou pas? Ou les ongles? Oui. Alors, les ongles sont dans un état, vous pouvez le voir, oui, tout à fait. Ouais. Hein, ils cassent, ils se dédoublent. Ces complications peuvent être plus graves parce qu'ils chargent le pH des urines et favorisent la prolifération des bactéries. C'est là où j'en veux à d'autres distributeurs, par exemple, c'est comment peut-on laisser en vente ce type de bouquin sans bandeau de prévention, de protection vis-à-vis du patient. C'est-à-dire que ce n'est pas un bouquin de littérature, on n'est pas là-dedans, c'est un bouquin à visée amaigrissante, donc il faudrait une mise en garde. Cette mise en garde sur les dangers, certains comme Jean-Michel Cohen l'ont faite. Ce médecin nutritionniste a depuis 2010 critiqué vivement la méthode du camp, des critiques qui lui ont valu un procès. Tous les régimes déséquilibrés, moi j'aime pas trop les régimes déséquilibrés parce que tous les régimes déséquilibrés empêchent les gens d'avoir une éducation alimentaire. Et on sait très bien que faire maigrir quelqu'un, c'est entre guillemets très facile, mais le stabiliser sur un long terme, c'est très difficile. Donc tous les régimes dissociés ou qui pratiquent des exclusions alimentaires menacent la santé des gens et en plus les empêchent de rester minces à long terme. Ma tactique de défense pour gagner contre Ducan, ça a été de ressortir toute la science que je connaissais et de faire la démonstration que non seulement c'était un régime dangereux, mais qu'à long terme, il allait entraîner des problèmes. Et face à l'argumentaire scientifique, il y avait juste une réponse marketing et commerciale. Et les juges, même n'étant pas experts, ont très vite compris où se déroulait la médecine et où se déroulait le commerce. Le 19 avril dernier, Pierre Ducan a été radié de l'Ordre des médecins à sa demande. Nous l'avons donc rencontré en personne pour connaître les motifs de ses critiques et savoir si ce régime est réellement dangereux pour la santé. Sur 35 millions de personnes qui ont lu mes livres, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui vienne dire j'ai eu une maladie ou n'importe quoi, qui veut un trouble. J'ai eu des problèmes au niveau urinaire, j'avais des infections urinaires à outrance. En l'espace de 2 mois, j'en ai fait 2. Pourtant, face à ces images, il reste sans réponse. Alors les problèmes urinaires, si vous voulez, des infections, qu'est-ce qu'elle a dit, des infections urinaires? Infection urinaire, si vous voulez, c'est bizarre. Bon, je vois pas bien. Si elle buvait beaucoup, je vois pas comment. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, infection urinaire? Pierre Ducan n'a donc pas su se justifier face à ces attaques. Il est aujourd'hui en plein cœur d'un débat qui n'est pas près de se terminer. Allez, maintenant on ouvre la page cuisine. Fini les aliments gras, salés ou sucrés. Stop aux pâtes ou autres fruits et légumes. L'avenir appartient à ce qui n'est pas solide. Le concept, c'est Tervetis qui l'a créé, une sorte de cuisine moléculaire améliorée. Ça s'appelle la cuisine note à note. Les explications de Maxime Fer et Adriano Recchia.
En 1980, Hervétis invente ce qu'on appelle la cuisine moléculaire. En 2010, il revient à la charge avec un autre concept encore plus futuriste. Alors c'est quoi la cuisine de demain? Regardons la cuisine d'aujourd'hui. La cuisine d'aujourd'hui, ça consiste à faire ça, et puis à tourner un bouton. Ici, il y a les 8 dixièmes qui sont en train de partir en fumée. Demain, ça va coûter cher. Moi, je sais que l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc demain, les gars, ils vont plus faire comme ça. On aura des outils qui seront un peu adaptés. Voilà. Alors après, on peut commencer à réfléchir et à se poser comment on va cuisiner en pratique. Et ça, ma proposition s'appelle la cuisine note à note, comme des notes de piano, note à note. Enseignant à l'université AgroParisTech, son laboratoire est un terrain de jeu et d'expérience. Alors la cuisine note à note, ça consiste à dire, on va plus utiliser des fruits, des légumes, des viandes, des poissons. On va prendre des composés. Alors ça peut être du sucre, mais ça peut être aussi, vous voyez, ici, un pigment colorant, la lucarotine. Ou ça pourrait être, vous voyez, je vous montre ici, ça c'est un colorant orange qui s'appelle le bêta-carotène. Alors ici j'ai quoi là? Le décanal. Alors le décanal, même truc, hein. Alors celui-là, j'ai même pas besoin d'ouvrir. Il y a une espèce d'odeur de pêche citronnée. C'est absolument génial comme odeur, c'est bon ça. Il s'agit de faire des plats qui ont des goûts qu'on n'a jamais mangés. Et ça, c'est excitant. Une innovation française que les grandes écoles culinaires du pays ne tardent pas à transmettre. Au Cordon Bleu de Paris, les chefs étoilés enseignent déjà aux futures générations l'art de la cuisine note à note. Donc là, on va faire une présentation de la cuisine note à note. Ce qui est intéressant dans cette cuisine, c'est de comprendre un petit peu le mécanisme, le fonctionnement, les réactions. Pour moi, la cuisine note à note n'est peut-être pas la cuisine de demain. On va évoluer avec la cuisine note à note. Ça va être un complément, comme la cuisine moléculaire. Pour moi, ici à l'école Cordon Bleu, on apprend les bases de la cuisine française. Donc c'est une touche en plus dans notre programme. Elle est importante à transmettre aux futurs chefs. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle technique. Une pratique qui semble simple aux premiers abords, mais les étudiants semblent vite dépassés. Allô, est-ce que vous êtes là? Ce que cherchent à faire comprendre les chefs, c'est qu'il faut innover et surprendre. Il y a 1 an et demi, on avait fait un repas où le dessert était tout bleu, de façon à troubler les gens et à questionner en fait. Et donc il y avait dedans une pâte de fruits bleus, une guimauve bleue et une mayonnaise à la fraise bleue. Les chefs trichent parfois un peu et n'hésitent pas à rajouter des produits physiques comme de la salade. Pour moi, c'est un complément. Ne manger que de cuisine note à note, non, je pense pas. Sinon, le patrimoine français culturel de la cuisine ne va pas se perdre. Une nouvelle manière de cuisiner qui remplacerait la gastronomie française si réputée. L'idée n'est pas du goût des restaurateurs. Chez les tontons flambeurs, rien ne peut faire changer la carte. Danny, son cuisinier, est un fervent défenseur de sa gastronomie. Des vignettes de bœuf mariné avec des oignons, carottes, réduction de vinaigre et d'huile que l'on met à mariner. Après on les prend au poêle. Une minolette de bœuf façon gibier, selon Danny, c'est un plat irréalisable chimiquement. Une minolette de bœuf façon gibier. La tradition, je pense qu'elle restera quand même. Xavier, le patron, est au bar. Pour lui, les plats cuisinés façon note à note ne plairaient pas aux clients. La réflexion est de savoir est-ce que ce type de plat-là va plaire aux gens. Ça va être difficile de changer comme ça des habitudes où les gens, de manière assez traditionnelle, sont assez ancrés dans certaines valeurs. Et je ne vois pas comment on pourrait reconstituer dans un laboratoire une magnifique côte de bœuf ou un magret de canard. Mais pourquoi pas effectivement confronter les deux. Aujourd'hui, si on devait confronter la nouvelle cuisine avec la cuisine traditionnelle, je suis à peu près sûr du résultat. Les tontons flambeurs ne prendront pas de risques. Comme beaucoup de restaurants, le menu restera le même.
Le bio, c'est devenu la nouvelle tendance. Aujourd'hui, on peut tout acheter bio, du lait en passant par le rouge à lèvres. Et même les marques des grands distributeurs ont rejoint le marché. Mais qu'est-ce que représentent vraiment ces 3 lettres? Inès Malou. Des légumes, des fruits et de la viande bio, c'est typiquement ce que l'on trouve dans un biostore comme celui de Saint-Brice dans le Val d'Oise. Philippe, naturopathe et vendeur, nous donne sa définition du bio. Un vrai légume bio, c'est qu'il n'est pas calibré. Vous avez des formes absolument démentes pour certaines, vous voyez. La patate douce, par exemple, peut très bien ressembler à ça, à ça. Il n'y a pas de normalisation. Pour lui, le bio ne se résume pas à une agriculture sans produits chimiques, c'est également une façon intelligente de cultiver. Dans le respect de la saisonnalité, quand ce n'est pas l'époque d'un fruit ou d'un légume, dans le bio, normalement, vous ne le trouverez pas. Maintenant, dans le bio de grande surface, on va trouver des tomates qui ont été forcées, bien sûr cultivées selon un mode bio, une terre qui n'est pas travaillée, qui n'est pas trafiquée, mais à une époque où ces plantes-là n'existent pas. Dans la ferme du Chemin Neuf, au nord de Paris, Robert élève ses bêtes en utilisant exclusivement des produits naturels. Il prend particulièrement soin des nouveau-nés. Et ça fait partie des éléments qu'on aime bien arriver à développer, quoi. Le fait de dire, les animaux, il faut qu'ils mangent tôt de l'herbe, qu'ils en aient tôt à disposition. Traiter correctement ces animaux, les nourrir sans les gaver, ce sont des conditions à part entière pour pouvoir produire de la viande bio. Robert cultive lui-même le foin qui servira à nourrir ses vaches et ses moutons. Le bio qu'on trouve ici, on ne trouve que ici. Celui qu'on trouve en grande surface, on ne sait pas d'où il vient. Plus difficilement d'où il vient. Donc, je pense qu'il y a déjà une question autour de voir qui a produit et dans quel cadre et comment il a produit. Le bio que je produis ici, je suis capable de dire exactement ce qu'il y a eu. Ce n'est pas forcément le cas en grande surface, où les filières sont plus longues, parfois internationales, et donc on l'a vu récemment avec le problème en Roumanie, il peut y avoir des problèmes de traçabilité à un endroit ou à un autre. Ici, c'est sûr, les vaches sont bien des vaches, et pour Robert, le bio a encore du chemin à faire. Les modes de consommation des gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mange des cornflakes, moi j'ai des enfants, ils mangent des cornflakes, des pâtes à tartiner, on mange des chips. On peut les produire autrement que celles qui sont produites dans le mode conventionnel, on peut les produire en bio. Le bio qui s'est emparé de nos rayons de supermarchés fait face à quelques craintes de la part des consommateurs. Ce que nos marques de grande distribution nous proposent, est-ce vraiment des produits bio? Sont-ils semblables à ceux que l'on peut trouver dans les magasins spécialisés? Autant de questions qui restent en suspens. Voilà mon rayon bio. Samuel, directeur régional d'Auchan, veut rassurer sur la qualité de ses produits. Oui, c'est effectivement les mêmes produits que vous allez retrouver dans les magasins bio. Vous avez des différences effectivement entre certains producteurs, enfin certains produits, les produits qui sont en direct, qui sont livrés en direct chez les producteurs jusqu'aux distributeurs. Et vous avez après les produits qui passent de façon industrielle et qui sont considérés aussi comme bio. Pour autant, on trouve 2 types de produits bio dans les rayons de nos supermarchés. Alors le typiquement industriel, c'est le bio de chez Auchan qu'on pourrait trouver effectivement, que ce soit du riz, que ce soit de la semoule, que ce soit des lentilles, parce que ça c'est effectivement conditionné chez un industriel, dérouté vers une plateforme et ensuite livré chez nous. Et après vous avez des produits qui sont typiquement bio, c'est généralement des marques qui pourraient être producteurs, donc vous avez effectivement les jardins bio, qui ça pour le coup c'est du produit purement industriel, purement producteur. Les produits bio de nos magasins sont bien certifiés agriculture biologique, ce qui assure des produits moins chimiques et meilleurs pour la santé. Alors en règle générale, oui, ils sont tous avec le symbole AB ou issus biologiques. En l'occurrence, c'est pas forcément avec le symbole AB pur parce qu'il faut avoir un certain pourcentage de fertilité de sol, en l'occurrence pour avoir le symbole AB, mais c'est certifié bio en tous les cas jusqu'au linéaire que vous avez juste derrière moi. Vous êtes sûr qu'effectivement c'est certifié bio. Exporté de pays lointains, produit par une main-d'œuvre sous-payée, le bio peut parfois cacher quelques surprises. En France, les autorités sanitaires assurent mener tous les contrôles pour éviter ce genre de dérive.
Et maintenant un problème qui fait ravager chez les jeunes, la malnutrition. Ils sont de plus en plus nombreux à ne pas manger équilibré. Avec un laps de temps souvent très court, ils privilégient la simplicité à l'équilibre. Et quels sont les risques de cette malnutrition? Que fait le gouvernement pour lutter contre ce phénomène? Brian Sicret et Bilal Bozouni. Midi et demi à l'université Paris-Descartes, c'est l'heure de manger pour Aurélien. Mais comme souvent, la queue au restaurant universitaire est interminable. Bon là vous avez vu, il y a du monde, environ une demi-heure de queue, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger au McDo parce que j'ai pas le temps d'aller manger au resto. Avec seulement 1 heure pour manger, Aurélien préfère se diriger vers les fast-foods, un moyen plus rapide et surtout plus proche de ses goûts alimentaires. Des habitudes alimentaires trop grasses et pas forcément le temps de se faire à manger chez lui, alors Aurélien est comme tous les jeunes de son âge, il est touché par le fléau de la malnutrition en France. Au menu des aliments pas forcément bons pour leur équilibre alimentaire, des sandwichs hyper caloriques, des frites et des sodas, mais ils essayent de se rassurer, non sans humour. Oh, j'essaie de faire attention, je prends du Coca Light, je profite du moment où je suis jeune et du moment où je fais du sport pour pouvoir manger un peu moins sainement, mais je ferai peut-être plus attention après quoi. Anne, elle, préfère se cacher derrière le manque de temps. Devoir manger en un quart d'heure, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Là, on peut prendre notre temps et retourner en cours après. C'est peut-être un peu par fainéantise aussi, mais voilà, ici c'est rapide et on n'a pas la queue à faire quand on sort tôt de cours et qu'on doit reprendre aussitôt. Pourtant, Aurélien n'est pas un cas isolé. Comme lui, ils sont des milliers d'étudiants à ne pas manger sainement. Des habitudes alimentaires qui poussent parfois à l'obésité. Une récente enquête de l'INSERM affirme qu'en moins de 15 ans, le pourcentage d'obèses a doublé en France. Les principales victimes sont les jeunes, avec plus de 3 millions d'obèses. Au restaurant universitaire, le message du Crous, organisme chargé des repas, est de manger plus équilibré. C'est en tout cas ce que souhaite Florent Tiravi, gérant du Crous à Boulogne, dans une université parisienne. On essaye d'avoir une offre à la fois saine, une offre aussi assez large, et aussi des plats qui leur plaisent, qui plaisent un petit peu aux jeunes. À première vue, dans ce restaurant universitaire, les 5 fruits et légumes recommandés sont présents, mais regardez de plus près, les étudiants n'y portent pas vraiment attention. En plat principal, des saucisses et en dessert, des tartes, toutes plus sucrées les unes que les autres. À cela, ajoutez des boissons gazeuses hyper caloriques. Nous avons suivi Sarah et sans surprise, elle commence par du soda et elle ne fait pas plus attention à son équilibre ensuite. Bonjour, frites, s'il vous plaît. Après le soda, les frites, une assiette qui ne surprend même pas le chef du restaurant. Les frites, ça marche très très bien. Ouais, ça me tente pas trop là, les choux de Bruxelles et les frites aux légumes. Et vous kebab, s'il vous plaît. Du kebab, une viande particulièrement grasse, mais ça, les étudiants semblent s'en accommoder. Ce jour-là, 65% des assiettes ressemblaient à celle-ci, sans pour autant déplaire aux premiers concernés. Pour moi, c'est un repas qui me convient tout à fait. Si je pourrais manger ça tous les jours, 7 jours sur 7, ça me conviendrait sans souci. Pour Jean-Michel Cohen, ce n'est pas la bonne solution et cette alimentation peut entraîner de gros risques. Le cuisinier, il a besoin, de leur donner des bonnes choses à manger, deuxièmement, de ne pas gâcher la nourriture. Là, typiquement, on est dans le choix plaisir. Ça veut dire gâteau au chocolat, gâteau à la frangipane, quelques gâteaux à la crème. Ça, c'est les gâteaux que les gens vont prendre. Et donc, le cuisinier va rien gâcher. La tarte aux fraises, elle sera plutôt réservée aux filles parce que les filles ont une alimentation plus vertueuse que les garçons. Mais là, c'est vraiment pour donner du plaisir et on compte pas les calories. Heureusement, c'est des individus sains, en bonne santé, qui dépensent beaucoup d'énergie. Mais pour un adulte, ça conviendrait pas du tout. On fait rien pour les aider. Ça veut dire qu'on stimule leur goût. C'est ce qu'ils ont l'habitude et le désir de manger, mais en fait pas, on les éduque pas à une alimentation saine. Non, je crois que le cuisinier se trompe en mettant des frites tous les jours au repas. En fait, il les fait par simplification. C'est-à-dire que lui, son problème, c'est d'essayer de pas trop gâcher la nourriture. Il sait que les frites, ça va être mangé en premier et que les étudiants aiment ça. Je pense qu'on peut dire qu'on aura un cancer si on mange mal, tout le temps pendant très longtemps. Grosso modo, il faut équilibrer à l'intérieur du repas le gras et le sucré avec le moins gras et le moins sucré. Bouger 30 minutes par jour, c'est facile. Pour pallier au problème de la malnutrition, le gouvernement a lancé le projet Manger Bouger, des spots publicitaires et des bandeaux qui défilent sous tous les écrans.
Nous avons voulu vérifier l'impact de cette taxe dans un kebab parisien. D'après le gérant, elle n'est pas suffisante et n'est qu'un prétexte de plus pour remplir les caisses de l'État. La taxe sur les boissons, l'État l'a mise en place pour rattraper un peu sur son déficit commercial, avec comme prétexte la lutte contre l'obésité, mais elle est plus là pour remplir les caisses de l'État, comme plein d'autres taxes qui ont été instaurées sur ces 10-12 dernières années. Nous, la seule taxe qui est affichée, c'est la TVA. Non, l'augmentation de la taxe, donc répercutée sur le prix de la canette, n'a rien changé en nous en termes de fréquentation, puisque l'on n'a pas imputé cette augmentation sur le prix de la boisson. Des mesures de lutte donc pas encore suffisantes, mais prochainement, l'État devrait dévoiler un nouveau projet de lutte contre la malnutrition. Et c'est la fin de notre émission, merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos bons plans et conseils sur notre site internet affiché en bas de votre écran. À la semaine prochaine pour un nouveau magazine.